Bienvenue dans Éveil à la conscience, l'espace où les idées deviennent des flammes de transformation. Prépare-toi, mets ton casque, ouvre ton esprit, et laisse les mots éveiller ta force intérieure. Hello 2 Ne vous fiez pas à VOS amis, utilisez VOS ennemi principe gardez-vous de vos amis, beaucoup vous trahiront par envie. D'autres se montreront gâtés, tyranniques. Un ancien ennemi que vous engagez sera plus loyal qu'un ami parce qu'il devra faire ses preuves. En fait, vous avez plus à craindre de vos amis que de vos ennemis. Si vous n'avez pas d'ennemis, trouvez le moyen de vous en faire. Violation de la loi au milieu du IXe siècle, un jeune homme monta sur le trône de l'Empire byzantin sous le nom de Michel III. Sa mère, l'impératrice Théodora, était enfermée dans un couvent, et l'amant de celle-ci, Théoctisto, Michel l'avait fait assassiner. La conspiration réunie pour déposer Théodora et couronner Michel comptait un oncle de Michel, Barda, un homme intelligent et ambitieux. Michel, alors jeune et inexpérimenté, était entouré d'intrigants, de criminels et de débauchés. En cette période troublée, il avait besoin d'un conseiller de confiance. Il choisit son favori, Basile. Celui-ci n'avait l'expérience ni des affaires politiques ni du gouvernement. C'était le chef des écuries impériales. Mais il lui avait prouvé plus d'une fois sa gratitude et son affection. Les amis font plus de mal que les ennemis, parce qu'on ne s'en méfie point. Démonax, philosophe grec, environ 70 à 170 après Jésus-Christ. Ils s'étaient rencontrés des années plus tôt, un jour où Michel faisait le tour des écuries. Un étalon encore indompté s'était détaché et Basile, alors obscur jeune palefrenier venu de Macédoine, avait sauvé la vie du prince. Impressionné par sa force et son courage, Michel l'avait immédiatement nommé grand écuyer, comblé de cadeaux et de faveurs, et ils étaient devenus inséparables. Basile fut envoyé dans la meilleure école de Byzance qui fit du valet d'écurie qu'il avait été un courtisan cultivé et raffiné. Michel, une fois sur le trône, avait besoin d'une personne loyale. En qui pouvait-il avoir plus confiance pour le poste de grand chambellan et premier conseiller qu'en un jeune homme qui lui devait tant? Basile pouvait être formé à cette fonction, et Michel l'aimait comme un frère. Faisant fi des avis de ceux qui lui recommandaient son oncle maternel Barda, beaucoup plus compétent, Michel choisit son favori. Basile apprit vite et conseilla bientôt l'empereur sur toutes les affaires de l'État. Le seul problème était l'argent, Basile n'en avait jamais assez. Au contact de la splendide cour byzantine, il devenait de plus en plus cupide et avide des avantages du pouvoir. Michel doubla puis tripla son salaire, l'ennoblit, le maria à l'une de ses propres maîtresses, Eudoxia Ingerina. Un ami aussi sincère, un conseiller aussi sûr n'avait pas de prix. Mais les ennuis allaient commencer. Barda était alors à la tête de l'armée. Basile convainquit Michel que l'homme était dangereusement ambitieux. Barda, lui rappela-t-il, avait conspiré pour faire monter son neveu sur le trône, croyant avoir ensuite sur lui une influence décisive. Il pouvait conspirer à nouveau, cette fois pour s'en débarrasser et prendre lui-même le pouvoir. Basile instilla ainsi chez l'empereur le poison du doute et obtint d'assassiner Barda. À la faveur de grands jeux équestres, Basile se rapprocha de son rival dans la mêlée et le frappa à mort. Peu après, sous couvert de garder le contrôle du royaume et de réprimer les éventuelles rébellions, Basile demanda à remplacer Barda à la tête de l'armée. Cela lui fut accordé. Toutes les fois que je donne une place vacante, je fais un ingrat et sans mécontent. Louis XIV, 1638 à 1715. Je tiens donc qu'on peut aimer un homme plus qu'un autre, à proportion qu'il aura plus de mérite, mais qu'il est périlleux de prendre une telle confiance en quelqu'un sous cette apparence d'amitié, que par la découverte de nos secrets nous nous exposions à un long repentir. Baldassare Castiglione, 1478 à 1529, le parfait courtisan et la dame de cour. Le pouvoir et les richesses de Basile allèrent croissant et, quelques années plus tard, Michel qui connaissait des difficultés financières à cause de son train de vie extravagant lui demanda le remboursement de ses dettes. À sa grande stupéfaction, Basile refusa, et devant son impudence Michel ouvrit soudain les yeux. L'ancien valet d'écurie avait plus d'argent, plus d'alliés dans l'armée et le gouvernement, et, de fait, plus de pouvoir que l'empereur lui-même. Quelques semaines plus tard, après une nuit de beuverie, Michel se réveilla entouré de soldats. Basile était parmi eux. Ils le frappèrent à mort. Après s'être autoproclamé empereur, Basile Ier parcourut à cheval les rues de Byzance, brandissant au bout d'une longue pique la tête de son ancien bienfaiteur et ami. Interprétation Michel III avait misé son avenir sur la gratitude que Basile aurait dû éprouver pour lui. Celui-ci, pensait-il, lui devait sa richesse, son éducation et son rang. À coup sûr, il le servirait de son mieux. Une fois Basile nommé à son poste, l'empereur lui avait accordé tout ce qu'il désirait pour renforcer ses liens avec lui.
Il ne réalisa son erreur que le jour fatal où il vit le sourire arrogant de Basile. Il avait créé un monstre. Il avait permis à un homme d'approcher le pouvoir et céder à ses requêtes les plus insatiables. Basile, gêné par la générosité du souverain, fit comme beaucoup en pareille situation. Il oublia les faveurs reçues et s'imagina qu'il ne devait son succès qu'à ses propres mérites. Au moment où Michel prit conscience de la situation, il pouvait encore sauver sa vie. Mais l'amitié et l'amour aveugle, ils font perdre le sens des réalités. Personne ne peut croire à la trahison d'un ami. Michel s'y refusa et finit la tête au bout d'une pique. Mon Dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge. Respecte de la loi après la chute de la dynastie des Han, 222 après Jésus-Christ, la Chine connut des siècles de coups d'État, de violence et de sang. Dès qu'un empereur faiblissait, les militaires complotaient pour le tuer et mettaient à sa place sur le trône du dragon leur plus puissant général. Celui-ci s'autoproclamait empereur, inaugurant une nouvelle dynastie, puis, pour assurer sa survie, faisait exécuter les autres généraux. Quelques années plus tard, le même scénario se reproduisait, de nouveaux généraux assassinaient l'empereur et ses fils. Le monarque était un homme seul, entouré d'ennemis. De tout l'empire, il était l'homme le plus dénué de pouvoir et dont la situation était la plus précaire. En 959, le général Zhao Kuan-yin devint le premier empereur Song du Nord. Il savait qu'il n'avait probablement pas plus d'un an ou deux à vivre avant d'être éliminé. Comment rompre ce cercle vicieux? Peu après être monté sur le trône, Zhao Kuan-yin ordonna un banquet pour célébrer l'avènement de la nouvelle dynastie. Il y invita les principaux chefs de l'armée, les fit généreusement boire puis renvoya tous les gardes. Les généraux crurent alors leur dernière heure arrivée. Au lieu de quoi, Zhao Kuan-yin s'adressa à eux. « Je passe mes jours dans la crainte et ne suis tranquille ni à table ni au lit. Lequel d'entre vous ne rêve de monter à son tour sur le trône ?» Le serpent, le villageois et le héron. Un serpent poursuivi par des chasseurs supplia un villageois de lui sauver la vie. Pour le cacher, le villageois s'accroupit et laissa le serpent entrer dans son ventre. Mais quand le danger fut passé et que le villageois demanda au serpent de sortir, ce dernier refusa. Il était en sécurité à l'intérieur. En rentrant chez lui, le villageois vit un héron et lui murmura son histoire. Le héron lui dit alors de s'accroupir et de forcer pour faire sortir le serpent. Quand le serpent sortit furtivement la tête, le héron l'attrapa, le tira et le tua. Le villageois était inquiet parce qu'il pensait que le poison du serpent pouvait être resté en lui. Le héron lui dit que le remède contre le venin de serpent consistait à faire cuire et à manger 6 oiseaux blancs. « Tu es un oiseau blanc, dit le villageois, tu feras un bon début. » Il attrapa le héron et le mit dans un sac qu'il rapporta à la maison. À son arrivée, il raconta à sa femme ce qui s'était passé. « Je suis surprise par ton attitude, lui dit-elle. L'oiseau t'a rendu un service, il t'a débarrassé du mal qui était en ton ventre, il t'a sauvé la vie, en fait, et tu l'attrapes et tu parles de le tuer ? LRE-LACH a immédiatement le héron qui s'envola. Mais, en passant, il lui creva les yeux. Morale. Quand tu vois de l'eau couler à contre-courant, cela signifie que quelqu'un rend un bienfait. Conte africain. Respecte de la loi après la chute de la dynastie des Han, 222 après Jésus-Christ, la Chine connut des siècles de coups d'État, de violence et de sang. Dès qu'un empereur faiblissait, les militaires complotaient pour le tuer et mettaient à sa place sur le trône du dragon leur plus puissant général. Celui-ci s'autoproclamait empereur, inaugurant une nouvelle dynastie, puis, pour assurer sa survie, faisait exécuter les autres généraux. Quelques années plus tard, le même scénario se reproduisait, de nouveaux généraux assassinaient l'empereur et ses fils. Le monarque était un homme seul, entouré d'ennemis. De tout l'empire, il était l'homme le plus dénué de pouvoir et dont la situation était la plus précaire. En 959, le général Zhao Kuan-yin devint le premier empereur Song du Nord. Il savait qu'il n'avait probablement pas plus d'un an ou deux à vivre avant d'être éliminé. Comment rompre ce cercle vicieux? Peu après être monté sur le trône, Zhao Kuan-yin ordonna un banquet pour célébrer l'avènement de la nouvelle dynastie. Il y invita les principaux chefs de l'armée, les fit généreusement boire puis renvoya tous les gardes. Les généraux crurent alors leur dernière heure arrivée. Au lieu de quoi, Zhao Kuan-yin s'adressa à eux. « Je passe mes jours dans la crainte et ne suis tranquille ni à table ni au lit. Lequel d'entre vous ne rêve de monter à son tour sur le trône? Je ne mets pas en doute votre loyalisme, mais si par hasard vos subordonnés avides de richesse et d'honneur vous obligeaient à endosser l'habit jaune, comment pourriez-vous refuser ?» Ivres et craignant pour leur vie, les généraux protestèrent de leur innocence et de leur loyauté. Mais Zhao Kuan-yin reprit. « Pourquoi ne pas plutôt vivre en paix, riche et honoré? Si vous acceptez d'abandonner vos commandements,
Je suis prêt à vous faire don de magnifiques demeures où vous pourrez jouir de la vie en compagnie de belles filles au milieu des chants et des rires. Les généraux stupéfaits réalisèrent que l'empereur leur offrait de troquer une existence d'anxiété et de combat contre une vie d'opulence et de sécurité. Le lendemain, tous remirent leur démission et se retirèrent dans les propriétés qu'il leur avait accordées. Zhao Kuan-yin avait métamorphosé une meute de loups amicaux, qui l'aurait certainement trahi en un troupeau d'agneaux dociles et privés de pouvoir. Les années qui suivirent, Zhao Kuan-yin continua ses campagnes pour consolider son pouvoir. En 971, Liu, le roi des Han du Sud, fut forcé de se soumettre après des années de rébellion. À son grand étonnement, l'empereur lui donna un rang à la cour et l'invita au palais impérial pour sceller leur nouvelle amitié avec du vin. Recevant la coupe que lui offrait l'empereur, le roi Liu hésita, croyant le vin empoisonné. « Les crimes de votre misérable sujet méritent certainement la mort, s'écria-t-il. Cependant je supplie votre majesté d'épargner sa vie. Je n'ose goûter de ce vin. » Zhao Kuan-yin rit, lui prit la coupe des mains et but. De ce moment, Liu devint son ami le plus loyal et le plus fidèle. À cette époque, la Chine était divisée en de nombreux petits royaumes. Qianshu, l'un de ses roitelets, finit par être vaincu. Les ministres conseillèrent aussitôt à l'empereur de faire enfermer ce rebelle. Ils avaient des preuves qu'il était encore en train de comploter sa mort. Cependant, quand Qianshu vint lui rendre hommage, Zhao Kuan-yin, au lieu de le mettre au secret, le combla d'honneur. Il lui remit aussi un pli en lui disant de l'ouvrir lorsqu'il serait parti. Qianshu décacheta le paquet en chemin et vit qu'il contenait les preuves écrites de sa conspiration. Il comprit alors que l'empereur connaissait les plans qu'il avait échafaudés pour le tuer et que, malgré cela, il l'avait épargné. Cette générosité eut raison du rebelle qui devint, lui aussi, l'un des vassaux les plus dévoués de l'empereur Zhao Kuan-yin. Interprétation. Un proverbe chinois compare les amis aux mâchoires hérissées de crocs d'un dangereux animal. Si vous n'y prenez garde, elles vous broient. En montant sur le trône, Zhao Kuan-yin savait quelle mâchoire allait se refermer sur lui. Ses amis de l'armée s'apprêtaient à le dévorer, et si par hasard il survivait, ses amis du gouvernement ne feraient de lui qu'une bouchée. Zhao Kuan-yin ne voulait pas de ses amis. Là, il s'en débarrassa par un don splendide. Mieux valait les mettre ainsi hors d'état de nuire que les tuer, car cela aurait eu pour résultat de soulever d'autres généraux assoiffés de vengeance. Quant au ministre ami, Zhao Kuan-yin n'en voulait pas non plus. Il aurait été condamné à leur faire boire sa fameuse coupe de vin empoisonné. C'est pourquoi plusieurs personnes ont pensé qu'un prince sage doit, s'il le peut, entretenir avec adresse quelque inimitié, pour qu'en la surmontant il accroisse sa propre grandeur. Les princes, et particulièrement les princes nouveaux, ont éprouvé que les hommes qui, au moment de l'établissement de leur puissance, leur avaient paru suspects, leur étaient plus fidèles et plus utiles que ceux qui d'abord s'étaient montrés dévoués. Pandolfo Petrucci, prince de Sienne, employait de préférence dans son gouvernement ceux que d'abord il avait suspectés. Nicolas Machiavel, 1469 à 1527, le prince, traduit par Jean-Vincent Perrier, un brahmane, grand expert des Védas et archer hors pair, offre ses services à son bon ami qui est maintenant le roi. Le brahmane s'écrie en le voyant, « Me reconnais-tu ? Je suis ton ami. » Et le roi de lui répondre avec dédain, « Oui, nous étions amis autrefois mais notre amitié était fondée sur le pouvoir que nous avions l'un et l'autre. Tu étais mon ami, brave brahmane, parce que tu servais ma cause. Aucun pauvre n'est ami avec le riche, aucun fou avec le sage, aucun lâche avec le courageux. Un vieil ami, qui en a besoin ? Deux hommes de richesse et de naissance égale peuvent se lier d'amitié et contracter mariage dans la famille l'un de l'autre, mais non un homme riche et un pauvre. Un vieil ami, qui en a besoin ? Le Mahabharata, environ 3e siècle avenue Jésus-Christ. Ramassez une abeille par gentillesse et vous apprendrez les limites de la gentillesse. Proverbe soufi, car le bienfait conserve son mérite, tant que l'on croit pouvoir s'acquitter. Quand la reconnaissance n'a pas de prix assez haut, on le paye par la haine. Tacite, environ 55 à 120 après. Jésus-Christ, Annales, 4, 18, traduit par J.L. Burnouf. Au lieu de faire confiance à ses amis, l'empereur utilisa ses ennemis, l'un après l'autre, les transformant en loyaux sujets. Un ami s'attend à obtenir toujours plus de faveurs et se consume de jalousie. Les anciens ennemis de Zhao Kuan-yin, eux, n'attendaient rien, et tout leur fut donné. Un homme à qui l'on épargne brusquement la guillotine est si éperdument reconnaissant qu'il ira jusqu'au bout du monde pour celui qui lui a pardonné. C'est ainsi que les anciens ennemis de l'empereur devinrent ses amis les plus sincères. Après quoi, une fois rompue la chaîne immuable de violence et de guerre civile, la dynastie Song dirigea paisiblement la Chine pendant plus de 300 ans. Dans un discours que fit Abraham Lincoln en pleine guerre civile, il faisait référence aux sudistes comme à des êtres humains dans l'erreur.
Une vieille dame lui reprocha de ne pas les désigner comme des ennemis irréductibles que l'on doit détruire. « Pourquoi, madame, répliqua Lincoln, détruire mes ennemis quand je peux faire d'eux mes amis? Les clés du pouvoir, il est naturel de vouloir employer ses amis lorsqu'on a besoin d'appui. Le monde est dur et leur amitié peut l'adoucir. Par ailleurs, on les connaît. Pourquoi s'en remettre à un étranger quand on a un ami sous la main? Le problème est que l'on ne connaît pas ses amis aussi bien qu'on le croit. Souvent ils acquiescent à vos propos pour éviter une discussion. Ils ne relèvent pas vos travers pour ne pas se porter préjudice. Ils rient plus fort que d'autres à chacun de vos bons mots. Puisque l'honnêteté renforce rarement l'amitié, il se peut que vous ignoriez leurs vrais sentiments. Vos amis vous diront qu'ils aiment votre poésie, qu'ils adorent votre musique, qu'ils envient votre bon goût. C'est peut-être vrai, mais pas toujours, tant s'en faut. Quand vous décidez d'embaucher un ami, vous découvrez progressivement les côtés qu'il vous avait cachés. Curieusement, c'est votre magnanimité envers lui qui fausse tout. On a besoin de sentir qu'on mérite une bonne fortune. Une faveur peut devenir oppressive si elle signifie qu'on a été choisi parce qu'on est un ami et non pas forcément parce qu'on en est digne. Il y a dans le fait d'engager des amis une note de condescendance qui les affecte secrètement. La blessure apparaîtra lentement, une franchise plus cassante, ça et là des accès de ressentiment et d'envie, et, sans que vous sachiez pourquoi, l'amitié s'estompe. Plus vous accorderez de faveurs et de cadeaux pour tenter de la raviver, moins on vous en sera reconnaissant. L'histoire est pavée d'actes d'ingratitude. Ce sentiment a montré ses pouvoirs depuis tant de siècles qu'il est étonnant que l'on continue à le sous-estimer. Mieux vaut être vigilant. Si vous attendez de la reconnaissance de la part d'un ami, soyez agréablement surpris lorsqu'il vous en manifeste. Engager des amis va inévitablement limiter votre pouvoir. Un ami est rarement le plus apte à vous aider. Enfin, le talent et la compétence sont bien plus importants que des sentiments amicaux. Michel III, par exemple, avait l'homme qu'il lui fallait à ses côtés, celui qui l'aurait guidé et gardé vivant. Cet homme était Barda. Toutes les situations professionnelles nécessitent une sorte de distance entre les personnes. Vous êtes là pour travailler, non pour vous faire des amis. La gentillesse, vraie ou fausse, ne peut occulter ce fait. La clé du pouvoir consiste à juger qui est le plus apte à servir vos intérêts dans chaque situation. Gardez vos amis pour l'amitié, pour le travail, choisissez-vous des partenaires talentueux. D'autre part, vos ennemis sont une mine d'or inutilisée que vous devez apprendre à exploiter. Quand Talleyrand, ministre des Affaires étrangères de Napoléon, décida en 1807 que son maître était en train de conduire la France au désastre et qu'il était temps de se retourner contre lui, il comprit les dangers d'une conspiration contre l'empereur. Il avait besoin d'un partenaire, d'un complice. À qui pouvait-il faire confiance pour un tel projet? Il choisit son pire ennemi, Joseph Fouché, chef de la police secrète, qui avait même essayé de le faire assassiner. Il savait que la haine qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre pouvait susciter une réconciliation émouvante. Il savait que Fouché, n'attendant rien de lui, travaillerait à prouver qu'il était digne de son choix, et un individu qui a quelque chose à prouver est capable de déplacer des montagnes. Enfin, il savait que sa relation avec Fouché, sans aucune contamination affective, ne serait fondée que sur la satisfaction réciproque de leurs intérêts personnels. Le choix était parfait. Bien que les conspirateurs aient échoué à détrôner Napoléon, l'union improbable de deux partenaires aussi puissants généra beaucoup d'intérêt pour leur cause et l'opposition à l'empereur commença lentement à prendre corps. De plus, Talleyrand et Fouché entretinrent désormais une relation professionnelle fructueuse. Ainsi, chaque fois que cela est possible, enterrez la hache de guerre avec un adversaire et efforcez-vous de le mettre à votre service. Comme le disait Lincoln, vous le détruirez comme ennemi en faisant de lui un ami. En 1970, pendant la guerre du Vietnam, Henry Kissinger fut la cible d'une tentative d'enlèvement qui échoua. La conspiration impliquait entre autres 2 célèbres prêtres pacifistes, les frères Berrigan, 4 autres prêtres catholiques et 4 religieuses. En privé, sans en informer les services secrets du ministère de la Défense, Kissinger organisa un samedi matin un entretien avec 3 de ses présumés kidnappeurs. Expliquant à ses invités que la plupart des soldats américains quitteraient le Vietnam dans le courant de l'année 1972, il les retourna complètement en sa faveur. Ils lui remirent des badges marqués « Kidnap Kissinger », et l'un d'entre eux resta son ami durant de longues années, lui rendant visite en plusieurs occasions. Ce n'était pas un stratagème totalement improvisé. Kissinger avait l'habitude de travailler avec ses opposants. Ses collègues disaient qu'il semblait mieux s'entendre avec ses ennemis qu'avec ses amis. Sans adversaire autour de nous, nous devenons paresseux. Un ennemi à nos trousses aiguise notre esprit, maintient notre vigilance. Gardez-vous donc quelques ennemis plutôt que de les transformer tous en alliés.
Sur l'utilité que l'on peut retirer de ses amis, quelqu'un qui n'aimait pas Hiéron lui reprocha un jour qu'il avait la bouche mauvaise. Ce prince, de retour chez lui, se plaignit à sa femme de ce qu'elle ne l'en avait pas averti. Comme elle était aussi simple que chaste, elle répondit, « Je croyais que tous les hommes sentaient de même. » C'est ainsi qu'on apprend par un ennemi, bien plutôt que par des amis, ces défauts naturels qui frappent tout le monde. Plutarque, environ 46 à 120 après. Jésus-Christ, œuvre morale, traduit par Dominique Ricard. Pour Mao Zedong, le conflit fut crucial dans son approche du pouvoir. En 1937, les Japonais envahirent la Chine, mettant fin à la guerre civile qui faisait rage entre les communistes de Mao et leurs ennemis nationalistes. Craignant que les Japonais ne les écrasent complètement, certains chefs communistes préconisèrent de laisser les nationalistes affronter seuls les Japonais. Pendant ce temps, les communistes en profiteraient pour reconstituer leurs forces. Mao n'était pas de cet avis. D'après lui, les Japonais n'avaient pas la capacité de vaincre et d'occuper longtemps un pays aussi vaste que la Chine. Une fois les Japonais partis, les communistes interrompus plusieurs années dans leur lutte contre les nationalistes auraient perdu la main, et seraient mal préparés à la reprendre. Se battre contre un formidable ennemi comme les Japonais serait en revanche un parfait entraînement pour l'armée communiste hétéroclite. Le plan de Mao fut adopté, et ce fut un succès. Lorsque les Japonais se retirèrent, les communistes avaient acquis une expérience du combat qui leur permit de triompher des nationalistes. Des années plus tard, un militaire japonais voulut formuler des excuses pour l'invasion de la Chine par son pays. Mao l'interrompit, « Ne devrais-je pas plutôt vous remercier ? Sans un opposant de valeur, expliqua-t-il, ni un homme ni un groupe ne peuvent s'aguerrir et devenir plus forts. » La stratégie du conflit permanent adoptée par Mao comporte plusieurs composantes clés. D'abord, il faut être certain qu'à long terme vous en sortirez victorieux. Ne combattez pas quelqu'un que vous n'êtes pas sûr de vaincre. Mao savait que les Japonais seraient défaits en leur temps. Deuxièmement, si aucun adversaire ne se présente de lui-même, vous devrez vous fixer une cible commode ou même parfois transformer un ami en ennemi, tactique que Mao utilisa bien souvent en politique. Troisièmement, utilisez vos opposants pour définir clairement votre cause auprès du public, quitte à la faire passer pour un combat du bien contre le mal. Mao attisa ainsi les conflits de la Chine avec l'Union soviétique et les États-Unis. Sans ennemi clairement défini, croyait-il, son peuple perdrait la notion de ce que signifiait le communisme chinois. Un ennemi parfaitement ciblé est un argument plus fort que tous les discours. Ne vous laissez jamais déstabiliser par la présence d'ennemis. Vous êtes en bien meilleure posture avec un ou deux adversaires déclarés que lorsque vous ignorez où vos vrais ennemis se cachent. L'homme de pouvoir accueille le conflit, utilise son antagoniste pour soutenir sa réputation, comme il le ferait d'un combattant prévisible et sûr en des temps d'incertitude. Image. Les mâchoires de l'ingratitude. Sachant ce qui se passerait si vous mettiez votre doigt dans la gueule d'un lion, vous allez garder vos distances avec vos ennemis. Vous ne prendrez pas de telles précautions avec des amis et si vous les employez, ils vous mangeront tout cru avec ingratitude. Autorité. Savoir tirer profit de ses ennemis. Toutes les choses se doivent prendre, non par le tranchant, ce qui blesserait, mais par la poignée, qui est le moyen de se défendre, à plus forte raison l'envie. Le sage tire plus de profit de ses ennemis que le fou n'en tire de ses amis. Balthazar Gracian, 1601 à 1658, l'homme de cour, traduit par Amelot de la Houssaye, à contrario en général, mieux vaut ne pas mélanger travail et amitié, mais il arrive qu'un ami puisse vous être plus utile qu'un ennemi. Un homme de pouvoir, par exemple, a souvent des basses œuvres à effectuer, dont, pour sauver les apparences, il est préférable que d'autres que lui se chargent. Les amis font souvent cela au mieux, parce que leur affection les rend désireux de saisir cette opportunité. Si pour quelque raison vos projets achoppent, vous pouvez ainsi utiliser un ami comme bouc émissaire. Les souverains avaient souvent recours à ce subterfuge, ils laissaient leurs favoris porter la responsabilité d'une faute, car personne ne s'attendait à ce qu'ils sacrifient délibérément un ami. Bien sûr, une fois cette carte jouée, l'ami est perdu pour toujours. C'est pourquoi, pour ce rôle du bouc émissaire, une simple relation est préférable à un véritable ami. Enfin, le fait de travailler avec des amis brouille les limites et les distances et que le travail nécessite. Toutefois, si les deux parties comprennent le danger que cela implique, un ami peut être employé efficacement. Mais ne baissez jamais votre garde. Soyez à l'affût de réactions épidermiques comme l'envie et l'ingratitude. Rien n'est stable au royaume du pouvoir, et l'ami le plus proche peut se transformer en ennemi mortel. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers les mystères du cosmos et les mémoires oubliées de l'humanité. Si ce savoir a éveillé en toi une question, élargi ton regard ou touché ton cœur, alors notre mission est accomplie. Installe-toi confortablement, garde ton esprit ouvert, et prépare-toi à nous retrouver dans la prochaine exploration. Car chaque livre est une étoile, chaque mot une vibration,
et chaque rencontre une porte vers l'infini. À très bientôt dans Éveil à la conscience.